Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politique et Économie, cette semaine en compagnie de Valérie Bugeaud. Bonjour madame. Bonjour monsieur, bonjour Pierre et merci de me recevoir pour ce nouveau livre. Valérie Bugeaud, vous êtes docteur en droit, vous avez été avocat fiscaliste et vous vous consacrez aujourd'hui à l'analyse des problématiques de géopolitique économique. Vous publiez cet ouvrage que voici, le fruit de près de 30 années de recherche, de travail, la véritable alternative au Great Reset vers un renouveau de l'État avec Révolu Droit. Alors on évoquera justement à Révolu Droit ce projet de réforme de l'État dans la deuxième partie de notre entretien. Mais pour commencer, je vous incite comme d'habitude à cliquer sur le pouce en l'air, à nous laisser un maximum de commentaires et à partager cet entretien pour un meilleur référencement de TV Liberté sur YouTube. Alors, justement, cette notion de Great Reset, Valérie Bugeaud, elle a été développée, on le sait, par Klaus Schwab, le président du Forum économique mondial. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler le concept? Est-il vraiment toujours d'actualité, ce Great Reset? Alors, je ne suis pas essentiellement là pour leur faire de la publicité. Pierre, je pense que vous l'avez bien compris, parce que je m'inscris en opposition frontale avec ces mouvements de globalisation étatique, économique, juridique, politique, religieux et tout ce qu'on veut. Donc, en fait, je ne vais pas m'attarder sur ce que Klaus Schwab a diffusé dans son livre. Tout le monde est à peu près au courant, c'est-à-dire qu'on est là en pleine globalisation, disparition des États. La souveraineté n'a plus de sens réel, mais quand on parle de disparition de la souveraineté des États, ce que l'on ne sait pas et qui est pourtant lié, on parle aussi de la disparition de la souveraineté des individus. Parce que l'État est politiquement composé par des individus. Donc la disparition de la souveraineté de l'État est quelque chose de très grave et de très profond, en fait, à des racines civilisationnelles qui sont en train d'être sectionnées. Alors justement, concrètement, expliquez-nous, Valérie Bugeaud, comment cette perte de la souveraineté de l'État se concrétise-t-elle ? Alors, vous savez, Pierre, que j'ai déjà écrit pas mal de bouquins pour expliquer qu'on avait perdu déjà notre souveraineté économique, souveraineté monétaire, souveraineté juridique. J'essaye de le faire comprendre parce qu'on est en pleine guerre du droit, c'est-à-dire guerre des systèmes de droit que personne vraiment ne veut relever. Et pourtant, c'est l'ultime guerre, c'est celle que si nous la perdons, nous perdrons tout. Donc nous perdrons tout notre assise civilisationnelle, celle qui a fait que nous fussions un jour une civilisation en Europe et en France en particulier. Donc on a perdu notre souveraineté par des manœuvres à la fois politiques, de type organisationnel, c'est-à-dire une façon particulière d'organiser l'État pour lui faire perdre sa substance politique et le rendre un relais des influences économiques. On a perdu notre souveraineté par la multiplication des organisations internationales et supranationales qui tendent à capter le pouvoir décisionnaire. On a perdu notre souveraineté parce que nous ne sommes pas informés de tout ce qui se passe en réel. Nous avons un tableau, on nous montre un tableau qui est en réalité un théâtre de jeux d'ombre et de lumière, dans lequel on nous fait croire que d'aller voter pour des partis politiques est un acte de souveraineté. Or, en réalité, la souveraineté est tout à fait ailleurs, parce que le pouvoir décisionnaire n'appartient même pas à ceux pour qui vous allez voter. Il appartient à ceux qui les financent et qui sont cachés, dont on ne connaît pas les noms précisément, et donc que nous ne pouvons pas attraire en responsabilité, ni réellement politique, ni réellement juridique. Oui, la souveraineté, on peut penser qu'elle est entre les mains du président de la République. En réalité, la souveraineté, elle est entre les mains, en tout cas, elle est au-dessus. Est-ce qu'on peut dire que c'est à Bruxelles qu'elle est la souveraineté ? Bruxelles, disons que c'est un organisme de concentration ultime des pouvoirs avec un relais de type centralisateur, mais ce ne sont pas les têtes officielles qui siègent à Bruxelles. Tous les commissaires, c'est pas Ursula, quoi. Non, absolument pas. C'est le système économique caché, c'est-à-dire toutes les institutions qui se cachent en arrière-plan et qui financent ces gens-là et à qui ils donnent, dont ils reçoivent les ordres, en fait. Nous sommes toujours dans un jeu d'ombre et de lumière dans lequel les gens apparents ne sont pas ceux qui ont l'initiative du pouvoir. Alors vous évoquiez justement, Valérie Bugeaud, la perte de souveraineté de l'État. Vous évoquiez aussi la perte de
souveraineté des individus. Comment elle se concrétise aussi, cette perte de souveraineté des individus? La perte de souveraineté des individus, c'est la perte des libertés publiques, la perte de la liberté individuelle, la perte du contrôle de son propre destin en tant que personne qui a une vie à créer, à construire. Les individus sont peu à peu dépossédés de la capacité de construire leur vie. Ils sont actuellement dépossédés même de leur physique élémentaire, puisqu'on tente à considérer la personne humaine, le corps humain et les produits du corps humain comme des biens dans le commerce, ce qui était tout à fait contraire à notre longue histoire juridique. Oui, le corps est indisponible juridiquement. Ça, c'était le principe en droit continental, mais effectivement, par l'invasion... La prééminence du droit anglo-saxon qui commence à devenir très sensible, tous nos principes sont battus en brèche de façon à nous faire perdre le contrôle de notre destin, et y compris dans l'intimité la plus élémentaire, la capacité à avoir des enfants et la possibilité de maîtriser l'avenir de son corps, puisque avec tous les prélèvements à des fins obscurs, prélèvements divers et variés du corps humain à des fins plus ou moins licites et obscures. Prélèvements ou modifications. Pendant la vie, la durée de la vie, et y compris sur les cadavres, on est d'une façon très large dépossédé de notre propre corps actuellement. En tout cas, la tendance lourde va dans cette direction définitive. Alors, aux origines de ce Great Reset, vous évoquez la captation du pouvoir par une caste mafieuse qui s'est emparée de la monnaie. Ce sont vos mots, Valérie Bugeaud. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet aspect de l'histoire qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre dans la bouche des professeurs de l'éducation nationale? Encore moins dans ceux des professeurs d'université. Oui, écoutez, c'est très simple en fait. Comment ça commence tout ça? Ça commence avec quelques familles. Ça commence au Moyen-Âge avec des grands possesseurs terriens qui délèguent la gestion de leur possession, de leur propriété immobilière et terrienne à des banquiers. Ces banquiers prenant de plus en plus d'influence donc dans cette gestion, s'enrichissant au passage de plus en plus. Donc on a une fusion, peu à peu, au fur et à mesure du temps, on a une fusion entre les grands propriétaires terriens, ceux qui gèrent ces propriétés et qui ont peu à peu pris le contrôle des monnaies, de la gestion des monnaies. Donc c'est une première fusion identitaire entre deux groupes distincts. Ça, c'est 17e, 18e siècle. Oui, on peut même remonter un peu avant. Ça s'est fait progressivement au fil du temps, avec une accélération au moment de l'époque dite moderne, des temps modernes, au moment où il y a eu toutes ces grandes épopées maritimes qui ont permis le développement du commerce, de ce qu'on appelait la révolution industrielle, etc. Donc ça a consolidé en fait ce mouvement de fond. Et puis, dans un troisième temps, qui est un temps peut-être plus récent, sans l'être complètement, parce que la façon de concevoir le monde de façon clanique était déjà présente dans ce premier groupe fusionné, mais ça s'est considérablement radicalisé avec la fusion avec d'une troisième entité, que j'appelle les entités du crime organisé et du crime international organisé, qui, elle, s'est occupée au cours du XXe siècle de gérer tous les trafics de drogue, d'êtres humains, etc. Il y a beaucoup il y a quelques géopolitologues, qui ont développé très bien la question, notamment Peter Scott Dale. Et puis aussi d'autres, je pense par exemple à comment il s'appelle, Daniele Ganser, qui a expliqué ce qu'étaient les réseaux cachés de l'OTAN avec les armées secrètes, le Stay Behind, qui porte le nom de Gladio en Italie et qui porte d'autres noms par pays. Tout ça est une vaste entité d'hommes de main au service de cette puissance financiero
financière qui capte les richesses matérielles. Et donc aujourd'hui, vous savez, quand on a besoin du crime organisé, le crime organisé s'occupe aussi après de vous investir. Donc cette seconde fusion a créé un groupe compact de type très clanique, de type très opaque, avec des volontés hégémoniques évidentes et qui sont tout à fait hors de tout contrôle populaire. Leur but, dites-vous, organiser les sociétés humaines sur un modèle économique fondé sur la concentration de toutes les ressources par la subversion des principes de droit, et c'est extrêmement important ce que vous développez dans cette subversion des principes de droit. Absolument, bah oui, parce on s'est beaucoup attardé ce dernier siècle, disons, sur les problématiques économiques. Mais les problématiques économiques, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que l'économie est toujours régulée par des règles. Et ces règles, justement, à partir du moment où on a mis en avant l'économie, ont été progressivement subverties, qui étaient des règles qui ont développé justement ce que j'appelle la civilisation européenne, qui aujourd'hui, le lointain descendant de cette civilisation, c'est ce qu'on a appelé le droit continental, qui est encore un vaste ensemble dont il faudrait préciser les contours, mais enfin, en gros, c'est comme ça que ça s'est passé, et qui se heurte à l'outil utilisé par ces puissances que je viens de décrire avec vous tout de suite, là, juste avant, et qui, elle, utilise le droit anglo-saxon tel qu'il s'est développé à partir justement de l'Empire britannique, c'est-à-dire antérieurement à l'Empire britannique, on a eu la Compagnie des Indes britanniques qui a été le modèle de développement. Et sur ce modèle de développement... Le premier concept de mondialisme. Le premier concept de mondialisation, c'est indiscutablement la Compagnie des Indes britanniques. Et le modèle, entre guillemets, le contre-modèle de développement juridique qui a eu lieu à partir d'Henri VIII, ensuite de Cromwell et du développement de l'Empire britannique, qu'on appelle aujourd'hui le droit anglo-saxon, qui est un droit jurisprudentiel, donc un droit d'utilité, utilitariste, et non pas fondé sur des principes immanents, mais sur une utilité de ceux qui contrôlent l'État. Voilà, donc on a ce conflit, c'est un conflit civilisationnel entre deux systèmes d'évolution de la pensée, surtout des valeurs, ou plutôt une régression des valeurs au profit d'utilité, de valeurs utilitaristes. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Nous sommes en pleine guerre du droit, j'insiste beaucoup parce que personne ne le dit, et pourtant il n'y a rien de plus sensible et de plus dangereux que cette guerre ultime que nous sommes en train de vivre et en train de perdre, justement parce qu'on ne la reconnaît pas. Alors vous dites que le but de cette petite caste de banquiers, commerçants est le contrôle général sur toutes les populations. Cette volonté de contrôle, vous dites aussi qu'elle se manifeste par des attaques systématiques, coordonnées. Alors d'abord, avant de les énumérer, ces attaques, d'où viennent-elles ? En fait, Pierre, dans le livre de Klaus Schwab, le Great Reset, en fait, c'est l'aboutissement de toutes ces attaques et de toute cette concentration ultime des richesses et des pouvoirs politiques, économiques, juridiques, monétaires dans quelques mains, qui s'est faite d'abord en silence, donc dans l'opacité, sans qu'on ne sache vraiment identifier qui en étaient les vrais tenanciers. Et puis ensuite, qui aujourd'hui s'est manifesté, enfin aujourd'hui et hier, s'est manifesté avec des outils différents qui ont permis justement de capter l'essentiel du pouvoir de contrôle sur les individus, sur les États, sur la création des richesses, sur la capacité à générer des règles qui permettent, qui régulent les collectivités humaines. Voilà. Alors, votre question, c'était... Alors, justement, je vous demandais d'où viennent ces attaques concrètement. Ces attaques, elles viennent de ce conglomérat, cette espèce d'organisation qui était un peu cachée autrefois et qui aujourd'hui n'a même plus besoin de se cacher. Vous voulez citer ces organisations, c'est le Club de Rome, ça a été le Bilderberg, ça a été Davos. En fait. Oui. Ça sont des manifestations du pouvoir, que j'appelle le pouvoir économique caché. La face émergée, quoi. La face émergée,
ça c'est déjà des outils de contrôle développés par ce pouvoir économique caché qui s'est développé à partir de la City de Londres, qui s'est étendu par tous les paradis fiscaux qui pratiquent en fait le trust anonyme, donc les paradis fiscaux sous hégémonie, sous droit anglo-saxon, justement, qui ont permis de déposséder les États de leurs outils financiers et budgétaires, qui leur a permis aussi de développer tout un trafic au niveau international de blanchiment d'argent pour financer des opérations secrètes. Là, on en revient à l'OTAN, enfin au réseau Stay Behind de l'OTAN, qui aujourd'hui ont pris une ampleur au-delà de l'Europe, mais qui sont partout dans le monde. Voilà, c'est cette entité fusionnée dont j'ai parlé au départ, c'est-à-dire les grands propriétaires terriens, les banquiers qui géraient les fortunes de ces grands propriétaires terriens, et puis le dernier rapport plus récent, les mafias au sens générique du terme, c'est-à-dire la pègre, le crime organisé, qui lui-même s'est intégré au niveau international. Oui, une pègre qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'on voit au cinéma, dans Le Parrain. Tous ces films-là, on a l'impression que c'est pour cacher en réalité la mafia réelle. C'est-à-dire que ceux qu'on voit dans les films, c'était ceux d'avant, d'il y a 80 ans. Oui. Aujourd'hui, ils ont évolué, ils ont envoyé leurs enfants dans des grandes écoles qui ont fait Harvard, le MIT et je ne sais quoi d'autre. Donc, ils sont dans toutes les hautes sphères de la finance et de la gestion des monnaies et de l'économie. Donc, ils se sont impliqués, imprégnés, si vous voulez. Ils ont fusionné. En fait, cette sphère qui a grossi, a fusionné avec les premières sphères dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ces attaques systématiques, coordonnées, vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage. Elles sont de nature différente, mais avant tout, la première d'entre elles, vous dites que c'est des attaques physiques. On en revient au Stay Behind, de la stratégie de l'attention. Vous savez que depuis que nous avons réintégré le commandement intégré de l'OTAN justement en France, nous ne cessons de vivre sous le principe de la stratégie de l'attention. Les Français sont sans arrêt mis en stress. En stress, oui, c'est ça, exactement. Sous les attentats, sous comment on appelle ça, la guerre contre les virus. Enfin, tout est prétexte à générer une tension nerveuse excédentaire, superfétatoire dans la population par des règles qui ne cessent de se développer, donc comme une logorée de droit qui n'est plus du droit, d'ailleurs aucun principe de droit ne sont respectés, la Constitution n'est plus respectée, rien n'est plus respecté. Donc nous ne sommes plus du tout dans un état de droit, ce que la majeure partie des gens feignent encore d'ignorer, mais qui va devenir de plus en plus évident. Et j'insiste, nous avons quitté la notion d'État et de ce qu'on appelait la Ve République au moment du Covid, quand l'État a été pris en main par un Conseil de défense sanitaire qui n'est absolument pas constitutionnel, qui n'est pas anti, mais qui est aconstitutionnel. En fait, on est parti dans un système tout à fait différent, qui est le pas intermédiaire entre la disparition de la France dans les instances supranationales européennes, avec une division de type Länder, comme sur le modèle germanique. Et voilà, ça c'est une des modalités qui a été utilisée. Sur ces attaques physiques, vous évoquez le terrorisme. Oui. Le terrorisme qui, rappelons-le, est la conséquence de ces grandes organisations style MI6, CIA, Mossad. Rappelons que c'est la CIA qui a formé des hommes comme Ben Laden. Oui, alors pas seulement, Pierre, la CIA et le MI6 sont à l'origine des réseaux du Stay Behind sur le territoire européen pendant même la Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc en réalité, ce qu'on appelle CIA, MI6 et puis tous les services secrets affiliés à ces deux organisations principales, sont des services qui ne sont pas au service des États stricto sensu, mais qui sont au service des apporteurs de capitaux, c'est-à-dire de ce conglomérat économique caché qui a pris la direction effective des opérations, qui a pris le contrôle effectif des États via le développement des paradis fiscaux, via la multiplication des cartels économiques, via le fait que les États sont tout à fait dépossédés à la fois de leur capacité budgétaire et de leur capacité régulatrice.
Donc un État qui n'a plus aucun pouvoir, ce n'est déjà plus un État. Ouais, coquille vide. Coquille vide. Autre attaque systématique coordonnée de type organisationnel, cette fois la plus importante, c'est la mise en place d'un parlementarisme qui est un concept totalement étranger à l'organisation juridique continentale. Absolument. Alors là-dessus, je vous remercie d'insister parce que c'est très important. La dépossession en réalité du phénomène politique, c'est-à-dire la dépossession des populations de leur capacité à contrôler le politique, est passée en premier lieu par l'invasion dans nos territoires européens et en particulier en France par l'imposition d'un système qu'on appelle aujourd'hui le parlementarisme représentatif, dont on ne sait pas d'où il vient, mais dont moi je sais d'où il vient. Il vient des institutions britanniques. C'est-à-dire que c'est le modèle de la Magna Carta qui s'est développé sur le principe du Conseil des barons. Et le Conseil de barons, ce n'est pas du tout quelque chose de démocratique. C'est la révolte des grands féodaux contre le roi d'Angleterre qui était lui-même garant, à l'époque, du bien commun, de l'intérêt général. Donc ces grands barons-là portent des intérêts particuliers, donc une privata lex, quelque part, si on pourrait dire ça. L'intérêt particulier qui est la défense de leurs privilèges, à l'époque c'était ça, contre le roi d'Angleterre qui était le garant de l'intérêt général. Donc on voit tout de suite qu'il n'y a rien de démocratique dans ce phénomène. Donc si on réfléchit bien et si on reprend un peu le cours de l'histoire, en France nous avions un Parlement, mais un Parlement, ça n'avait strictement rien à voir avec tout ça. Le Parlement d'Ancien Régime, d'abord on ne parlait pas d'un Parlement, on parlait des parlements, c'était des cours de justice. Pourquoi a-t-on gardé le terme pour désigner quelque chose de totalement qui n'a strictement rien à voir? Donc il y a déjà une manipulation de façon à rendre les esprits confus. Donc cette institution du parlementarisme représentatif est une importation. Une importation qui n'a pas du tout été gratuite puisque ça a été le premier pas. Britannique au moment de la Révolution française. Absolument. Avec l'arrivée justement. Autre attaque systématique, coordonnée, une attaque juridique avec cette fois l'apparition de la séparation des pouvoirs dans le cadre du parlementarisme. Oui, alors c'est pas seulement ça. L'attaque organisationnelle, elle s'est passée par l'introduction donc en France d'une part du système parlementaire dit représentatif, assis sur des partis politiques, on est bien d'accord. Le modèle du parti politique, encore une fois, c'est le modèle du club britannique. Donc c'est de l'entre-soi, on est dans l'entre-soi, et les petites affaires se font, on lave son linge sale en famille, si je puis dire. Deuxièmement, l'institution de la Banque centrale, d'une banque centrale, qui vient aussi du modèle absolument britannique. Et enfin, troisièmement, vous l'évoquiez, la séparation des pouvoirs, c'est quelque chose qui a été développé bien en France, enfin chez nous, mais qui a été quelque part subverti dans son principe fondamental, puisque la séparation des pouvoirs suggère un équilibre entre les différents pouvoirs. Or, dans le parlementarisme représentatif, la façon dont il a intégré la séparation des pouvoirs, c'est en réalité une disparition du pouvoir politique au profit du pouvoir économique caché via les partis politiques et les financeurs des partis politiques. Alors, vous parlez aussi d'une attaque coordonnée au niveau... Oui. Peut-être, je m'excuse, je vous interromps, mais il me semble que c'est utile de développer un peu cette histoire de séparation des pouvoirs pour vos auditeurs. C'est-à-dire que il faut que tout le monde prenne bien conscience qu'il ne peut pas y avoir de séparation des pouvoirs réels dans la mesure où le pouvoir législatif est dans les mains des vainqueurs du parti politique, des partis politiques aux élections, que le pouvoir exécutif est une émanation de ce pouvoir législatif, dans la mesure où les vainqueurs envoient au pouvoir exécutif des ministres, et que le pouvoir judiciaire, qui est en réalité une autorité juridictionnelle, fait partie intégrante du pouvoir exécutif, puisque que ce soit le siège ou le parquet, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Justice, c'est eux qui constituent le pouvoir exécutif. Et ce sont des ministres qui constituent le pouvoir exécutif. Ouais. Donc parler de séparation des pouvoirs dans ces conditions est une imposture totale. Ces autres attaques, elles sont aussi de nature cognitive, morale, économique. On n'a pas tout à fait le temps de toutes les aborder. Je vous invite vraiment à
à vous procurer cet ouvrage. On va continuer notre entretien, Valérie Bugeaud, avec cette question. Vous dites que le système au service de la finance peut à tout moment échapper à ses maîtres car il doit s'appuyer sur des forces extérieures qui ont tendance à vouloir prendre leur indépendance. C'est quoi ces forces extérieures ? Écoutez, je vais vous donner un exemple précis. C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis actuellement. Vous savez que l'Empire américain s'est développé avec le noyau dur de la finance de l'Empire, de la finance internationalisée qui vient de l'Empire britannique, mais qui s'est allié avec toute une catégorie de gens qui étaient des patriotes américains désireux de faire... de développer un empire, mais un empire sur le modèle, leur propre modèle de développement, c'est-à-dire un empire américain, mais au sens, comment dirais-je, patriotique du terme. Or, avec l'échec du dollar en tant que monnaie mondiale, on voit que ces deux fonctions qui étaient fusionnées, ces deux entités fusionnées de l'empire américain sont en train de se dissocier, puisque évidemment les financiers prennent toujours la voie pour essayer de gagner, de rester en contrôle et en abandonnant leurs anciens alliés qui leur ont rendu service un temps mais qui ne sont plus utiles. Et là, on voit typiquement que cette scission, quand il y a des grands moments de l'histoire et des grandes crises générées par l'évolution des éléments matériels, monétaires, économiques, politiques, eh bien on voit que cette entité que j'ai appelée politico-mafieuse, mais qui est de nature opaque, dont on ne connaît pas exactement l'identité de ceux qui la détiennent. On a des idées, mais sans avoir une connaissance précise de toutes les personnes, eh bien, se sépare de tous les idiots utiles, entre guillemets, qui n'ont pas été des idiots utiles, puisqu'ils ont profité aussi d'un système, un temps, mais qui se retrouvent finalement les cocus de l'histoire. Voilà. Oui. Alors, vous dites que l'Empire américain est en voie de désagrégation, vous venez de le dire, mais qu'il héberge encore cet Empire américain encore pour un très court laps de temps, le système financier. Pourquoi vous pensez que ce système va transférer sa puissance sur les territoires, dites-vous, occupés par les institutions européennes ? Oui, écoutez, parce que tout simplement, justement, les États-Unis d'Amérique sont en voie de sécession, sont en voie de dislocation. On voit qu'il y a des tendances centrifuges très fortes qui font que des États comme par exemple le Texas ont des velléités très, très marquées de faire sécession de la fédération. Donc le Texas n'est pas le seul, c'est un mouvement de fond en fait qui est déjà lancé. Il n'a pas encore abouti, mais de toute façon à partir du moment où on comprend que 1913 a été... date de création de la Fed. Date de création de la Fed a été la fin mise à l'indépendance des États-Unis, à leur guerre d'indépendance vis-à-vis du pouvoir financier britannique. À partir du moment où on comprend que 1913 a été cette fin-là, on comprend aussi que par la nécessité des crises actuelles, cette nouvelle guerre d'indépendance, il y aura une nouvelle, quelque part, guerre d'indépendance. On ne sait pas quelle forme précisément elle va prendre, mais probablement quand même une forme de sécession de certains États vis-à-vis du pouvoir central. Et puis, évidemment, le tout étant aidé par la disparition, en tout cas la perte de statut de monnaie internationale du dollar. Donc, c'est ça qui est en jeu. Je vous cite... Pourquoi ça va se transférer en Europe ? Justement, parce que les États-Unis ne vont plus être assez solides pour héberger en fait ces puissances hégémoniques qui veulent le contrôle absolu en fait des populations, des États et. Mais est-ce que les États européens vont être assez solides justement pour... Ils sont beaucoup plus dociles. Ils ont fait la preuve de leur docilité et puis ils sont infiltrés depuis fort longtemps par les réseaux du stay behind. Ils sont et puis il y a une proximité entre la City et les réseaux financiers internationaux. Il y a presque autant de proximité avec les réseaux financiers aux États-Unis comme le Delaware et tous les États européens. Le Vatican, depuis 1929, est devenu une forme comment dirais-je,
de banques intermédiaires pour les opérations de la City. Donc, si vous voulez, le territoire est déjà conquis, donc c'est facile de le centraliser. On voit avec la soumission d'un certain nombre de chefs d'État européens, et 1929, c'était les accords du Latran. Voilà, absolument. Alors, je vous cite Valérie Bugeaud, la falsification de l'histoire et de l'information est peu à peu en train de perdre du terrain. Comment cette perte de terrain, quelles en sont les conséquences sur la population, les populations? Les conséquences sont graves. Effectivement, pourquoi c'est en train de perdre du terrain? Les outils que ces gens-là ont développés pour nous contrôler, donc en particulier je pense à l'Internet et puis à la diffusion des canaux, à la variété des canaux de diffusion du savoir, ont permis aussi à la vérité d'émerger. Alors, dans des conditions un peu chaotiques, pas satisfaisantes évidemment, mais quand même ont permis à certaines réalités historiques de ressurgir. Alors que nous étions sous une doxa historique, on a falsifié l'histoire, et en particulier l'histoire de France a été dans une très large mesure falsifiée, notamment de la Seconde Guerre mondiale, mais on remonte déjà, on peut remonter aussi au 19e siècle. Oui, le rôle des Soviétiques, le rôle des Américains. Pas seulement, le rôle aussi, comment la France a-t-elle perdu en 3 semaines alors qu'elle avait une armée opérationnelle. Derrière, il y a eu des démissions, il y a eu des trahisons du haut commandement politique, économique, militaire. Enfin, Annie Lacroix a parfaitement expliqué ça. Et puis, il y a d'autres travaux qui sont sortis qui expliquent que, effectivement, non seulement les défenses françaises avaient été... le haut commandement politique a trahi en donnant justement tous les plans de la ligne Maginot aux Allemands via le roi d'Angleterre qui était pro-nazi à l'époque et qui ensuite a dû abdiquer justement à cause de ça. Et puis aussi parce que certaines, je ne sais pas comment on appelle ça, compagnies ou je ne sais pas quoi, au moment où les Allemands sont arrivés, ont carrément déserté pour laisser le champ libre. Donc il y a eu tout un tas d'histoires que nous ne connaissons pas. De la même façon que la commune, les gens, et moi-même je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, ignorent qu'en réalité les Parisiens se sont dressés non pas dans un élan anarchique, mais au contraire pour défendre leur territoire contre les Allemands qui arrivaient. Et que les Versaillais les en ont empêchés pour faire dans une alliance de conjoncture avec les armées allemandes qui étaient aux portes de Paris. On voit émerger, en tout cas, c'est ce que vous dites, toute une contre-culture, une contre-histoire qui émerge. Alors vous êtes... Mais la véritable histoire, vous me posiez la question des enjeux. Mais les enjeux sont très importants parce que à fur et à mesure que la véritable histoire émerge, les gens perdent leurs repères, donc ça crée une confusion. Et c'est un peu des germes aussi de dislocation aussi de l'État, quelque part. Mais comme je vous explique que ce n'est plus un État, de toute façon, c'est aussi les germes d'un renouveau derrière. Alors Valérie Bugeaud, vous l'expliquez dans votre ouvrage, vous êtes pour une sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, mais aussi et surtout pour un changement de paradigme politique, puisque toutes ces sorties ne suffiront pas, vous l'expliquez, vous dites ceci, nos régimes politiques n'ont rien de démocratique et n'ont rien d'une quelconque république, ils sont de pure plutocratie déguisée, un constat qui vous amène à ce projet Révolu Droit, on en parle juste après la pause. On continue notre entretien avec Valérie Bugeaud, alors pour évoquer votre projet Révolu Droit, Valérie Bugeaud, la première chose à rappeler peut-être, c'est le rôle que doit avoir une société politique. Comment donc remettre au centre l'homme dans la société? En fait, c'est quand même étonnant qu'on ait à se poser la question, parce que les règles sont faites par les hommes pour les hommes. La politique, c'est la vie de la cité. Donc la vie de la cité ne peut pas être régulée en faisant abstraction des gens qui la composent. Parce que qu'est-ce qui a été mis à la place de l'homme ? Le parlementarisme représentatif, donc les intérêts financiers supérieurs. Oui, in fine, c'est le dollar, c'est la monnaie. Oui, c'est ceux qui tiennent la monnaie, c'est les intérêts économiques et disons, privés, les intérêts catégoriels de cette caste de dominants qui a pris le pas, qui est hégémonique dans la représentation politique. Donc ce n'est plus du politique, c'est la mise en œuvre à grande échelle d'intérêts particuliers. On est dans la privata lex. Stricto sensu, il n'y a plus de droit, puisque le droit, c'est le minimum de règles
avec un support de valeurs morales et de justice et de vérité qui permettent à un groupe de se constituer et de se supporter et d'être légitime, puisque personne n'a de légitimité s'il ne peut pas justifier de faire abstraction d'une petite partie de sa liberté privée pour une liberté plus générale qui concerne tout le monde, un bien commun, un intérêt commun. Et c'est comme ça que les civilisations se développent. Oui, vous dites ainsi traduire les intérêts en réalité politique. Exactement. Avec ce que vous appelez les corporations d'Ancien Régime. Les corporations d'Ancien Régime avaient cette fonction précisément, sauf qu'elles étaient limitées au commerce et à l'artisanat. Donc moi, je développe l'idée de la corporation d'Ancien Régime que j'appelle groupement d'intérêts et qui est à la fois sous 3 sous-catégories, donc commerciales, donc à but qui ont pour objectif de générer des bénéfices, à but civique, c'est-à-dire qui ont pour objet de développer les compétences de la société en général, éducatives, culturelles, musicales, sportives, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qui développe commercial, l'individu. Non commercial, et la troisième partie spirituelle et morale, parce que la quête de l'homme de savoir d'où on vient et où on va est une quête éternelle dans laquelle nous ne pouvons pas faire abstraction. Or, nos sociétés font totalement abstraction de ça aujourd'hui. Ça reste, on appelle ça la religion, mais ça rejeté dans le domaine privé et finalement le temporel l'emporte sur ce domaine-là. Donc il n'est pas normal que les quêtes de sens soient totalement évacuées du débat public. Donc c'est la raison pour laquelle je divise les groupements d'intérêt en 3 grandes catégories, et ces 3 grandes catégories ont pour objectif de représenter l'intégralité des intérêts qui traversent une société d'humains, une collectivité de personnes qui vivent ensemble. Deuxième point que vous évoquez pour remettre l'humain au centre, c'est rendre à chacun sa capacité à décider. Et là, vous mettez en avant la fin de l'anonymat des capitaux et le rétablissement des contre-pouvoirs. Alors, les groupements d'intérêt ont pour objectif essentiel de rétablir les contre-pouvoirs à l'intérieur même de la construction politique. Parce qu'il n'y a pas de construction politique hégémonique sans contre-pouvoir. Ça devient plus politique, c'est ce à quoi nous avons assisté, ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est plus politique, c'est économique, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Ils ont absorbé tous les contre-pouvoirs qui existaient et qui faisaient même semblant d'exister, mais qui aujourd'hui ne font même plus semblant. Donc, en réalité, il faut renouveler ces contre-pouvoirs. Et dans le cadre des groupements d'intérêt, ça se fait de façon spontanée, puisque les intérêts catégoriels des uns vont s'opposer naturellement aux intérêts catégoriels des autres. Et pas de façon systématique, mais sur certains sujets, ils seront opposés, sur d'autres, ils pourront être conjoints. Donc, en réalité, ça recrée une certaine émulsion dans le groupe, une nécessité de communiquer, non pas par la violence, mais par l'échange et par des tentatives pour imposer un point de vue à un moment ou un autre, mais pas systématiquement au profit des mêmes intérêts. Donc, effectivement, les contre-pouvoirs, c'est l'essence même d'une société politique. Et d'autre part, la deuxième... Le rétablissement des contre-pouvoirs et la fin de l'anonymat des capitaux. Oui, l'anonymat des capitaux, c'est l'obstacle dirimant à la responsabilité humaine. Puisque quand vous vous adressez à quelqu'un, vous ne savez pas qui est derrière, qui sont derrière les infrastructures anonymes, vous ne pouvez pas attraire en responsabilité ceux qui prennent les vraies décisions. Donc, une société ne peut pas fonctionner, une société politique humaine ne peut pas fonctionner avec un anonymat des capitaux, puisque c'est par le biais de cet anonymat que la captation des pouvoirs a pu se produire. Faire, ouais. Donc, il faut évidemment revenir sur cet anonymat qui est le principe de base de la déviation du politique vers l'économique. Et enfin, troisième point que vous abordez, c'est la déconcentration des lieux de pouvoir avec le principe de subsidiarité, à savoir faire régler un problème par l'organisme le plus proche du problème, l'organisme politique le plus proche du problème. Alors c'est la subsidiarité opposée à celle qui s'applique en Union européenne, puisqu'en Union européenne, vous savez,
cette subsidiarité, elle a été dans l'objectif caché de développer le pouvoir de l'entité centrale fédérale, donc qui ne disait pas son nom à l'époque, mais qui était déjà à vocation fédérale avant même les traités de Maastricht et dès la création de l'Union européenne, en fait, c'était destiné à devenir fédéral. Donc, oui, quand on nous parle de décentralisation avec une Union européenne, un État, des régions, un département, un maire, on est censé être dans le principe de subsidiarité. Oui. Là. Bah oui, parce que en fait, il considère que le principe de subsidiarité, c'est des pouvoirs affectés à l'unité centrale, et tout ce qui n'est pas affecté relève des unités fédérées, des États. Or, en fait, c'est exactement l'inverse, le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, tel qu'il a été développé, et je le précise, a été développé par l'Église catholique, enfin par la doctrine sociale de l'Église, c'est l'endroit où le problème se pose, il doit être résolu. On n'a pas besoin de monter aux échelons supérieurs et de demander au bon Dieu de régler l'accès à l'eau sur la voie publique, par exemple. Enfin, vous voyez, c'est idiot. Il faut que les gens qui sont concernés par un problème puissent agir sur leur problème. Et donc, ils récupèrent une part de leur pouvoir politique par le fait qu'ils agissent sur leur environnement. Alors qu'aujourd'hui, ils n'en ont plus aucune capacité. Y compris avec les dernières réformes des maires et des collectivités territoriales, qui retirent aux pouvoirs les plus locaux la capacité d'agir de façon autonome. Après avoir remis l'humain au centre de la société, vous dites qu'il faut s'émanciper de l'hégémonie monétaro-financière. C'est la deuxième réponse que vous apportez. Comment peut-on s'y prendre, se dégager de l'hégémon financier sans se faire trucider? On se souvient de ce qui est arrivé à certains chefs d'État nord-africains quand ils ont essayé de proposer un dinar or. Bien sûr, mais ça, c'est le serpent de mer, en fait, qui est à la fois très compliqué et très simple. C'est-à-dire que nous sommes dans un système dual, dans lequel nous avons le choix, nous avons eu pendant 200, 300 ans le choix entre le libéralisme ou le communisme. Or, ça, c'est l'imposture, puisqu'on est de toute façon contrôlé dans un cas ou dans un autre. Dans le libéralisme, c'est l'individu outrancièrement puissant donc c'est la loi de la jungle, en fait. C'était c'est celui Ricardo qui est le plus fort. Ou Marx, quoi. C'est le plus fort qui l'emporte dans un cas comme dans l'autre. Sauf que dans un cas, c'est le plus fort économique, dans l'autre cas, c'est le plus fort en structure politique. Donc, l'individu, là-dedans, n'est plus respecté dans un cas comme dans l'autre. Donc, la seule voie viable, c'est la troisième voie, c'est celle qui n'a jamais pu s'imposer, qui est celle de la participation. J'insiste beaucoup parce que tous mes travaux sont partis de là. Donc l'organisation de l'entreprise sous la forme de la participation, c'est-à-dire les apporteurs de travail ont les mêmes pouvoirs décisionnaires que les apporteurs de capitaux. Alors là, on va vous tomber dessus, Valérie Bugeaud, en disant vous voulez le retour de la collectivisation, absolument pas. À mort au capital, vous voulez donner les pleins pouvoirs au prolétariat. Non, mais absolument pas. Ça, c'est le communisme. Moi, je dis la participation, c'est la troisième voie. Je ne donne pas la prééminence au pouvoir des apporteurs de travail sur les apporteurs de capitaux. Je rétablis l'équilibre entre les deux, ce qui est quand même très différent. C'est là la nuance subtile qu'il ne faut pas rater. Et puis deuxièmement, cette réforme d'envergure doit s'accompagner de la disparition de l'anonymat des capitaux, de la restriction de façon autoritaire, si je puis dire en tout cas réglementaire, par l'État justement, qui redeviendrait politique, de la taille des entreprises pour interdire ces énormes conglomérats économiques qui prennent aujourd'hui des tailles supérieures aux États, qui ont plus de pouvoir budgétaire et financier que les États. Donc ça, il faut y mettre un terme. Donc rendre à l'entreprise une taille petite ou moyenne, en tout cas moyenne qui peut être un peu conséquente, mais sans aller au-delà de ce qui peut être raisonnable pour un État de supporter, et en tout cas qui ne doit pas entrer en concurrence avec un État. Et puis aussi rendre au concept monétaire sa vocation de départ, qui est de servir le groupe, le développement du groupe, et non pas de servir les stricto sensu, comme il est devenu privatisé, les intérêts catégoriels de ceux qui gèrent cette monnaie. Alors justement, comment on s'y prend pour réinitialiser la monnaie en tant que concept? La monnaie en tant que concept, il faut repartir des fondamentaux, c'est-à-dire que la création monétaire ne doit pas servir simplement à enrichir
ceux qui tiennent la planche à billets, que ce soit qu'ils portent un nom ou un autre, mais doit servir à l'utilité sociale, c'est-à-dire à développer les forces vives d'une collectivité publique. Oui, il ne doit pas y avoir trop de monnaie en circulation. Ni trop ni trop peu. Ni trop ni trop peu. La monnaie, elle doit circuler sur des principes qui sont quand même économiquement, je pense, bien maîtrisés, en tout cas par ceux qui gèrent les monnaies actuellement, mais pas au service d'eux exclusivement. C'est-à-dire qu'elle doit redevenir au service de la collectivité, c'est-à-dire être à nouveau sous contrôle d'une émanation du pouvoir politique réel, c'est-à-dire de la base telle que je la conçois. Donc comment elle fonctionne, cette monnaie, sans banque centrale? Puisque vous dites que la banque centrale, ça fait partie des problèmes. Donc... Oui, alors il y aura plus de banque privée en fait. Il y aura un ministère des Finances qui gérera la monnaie, et puis il y aura des relais de ce ministère dans les groupements d'intérêt et des contrôles effectivement. Donc la fonction de banquier ne va pas disparaître, mais ce qui va disparaître, c'est l'institution privée de la banque. C'est le régime bancaire. Vous voulez abattre le régime bancaire. C'est pas que je veux abattre, c'est que je dis que si on veut rétablir un État politique, on ne peut pas tolérer que ceux qui tiennent le contrôle des monnaies continuent à mettre sous chantage les politiques étatiques. Il faut que la monnaie soit à nouveau redevienne un système au service de la collectivité telle qu'elle s'est développée au départ. La BCE, le cas avec la BCE ou la Fed, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Pas du tout, puisque ce sont des instances qui sont au service des intérêts financiers supérieurs. Donc on le voit bien, maintenant c'est le développement de la monnaie dette, on va pas revenir sur tous ces développements qui commencent justement à être connus, puisque beaucoup de gens ont fini par s'intéresser à ça, y compris en France. Ce qui n'était pas le cas il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années. Vous proposez également, Valérie Bugeaud, ce qu'on pourra appeler une espèce de constitution, mais vous n'en voulez pas justement de la constitution, vous appelez ça une charte des valeurs intangibles de la France. Cette charte fixe les grandes lignes de l'État politique. Alors c'est quoi les grands axes de cette charte? Déjà, je voudrais revenir sur le principe de ce qu'on appelle la constitution. La constitution, c'est arrivé en même temps que le parlementarisme représentatif. C'est l'essence de nos problèmes, l'essence même de nos problèmes. La constitution est là pour réguler des relations effectives, fonctionnelles, entre des pouvoirs séparés dont je vous ai démontré qu'ils n'étaient pas séparés du tout. Donc tout ça, c'est de l'imposture, avec quelques grandes pétitions d'intention pour faire plaisir aux citoyens lambda, mais qui restent des pétitions d'intention. Donc on ne peut pas gérer un État. D'ailleurs, c'est la tendance du droit depuis ces 300 dernières années, c'est de se désintéresser en fait de la finalité de la règle pour ne s'intéresser qu'à la technique. Mais dans ces cas-là, les juristes ne sont plus des juristes, ce sont des mécaniciens. Et du reste, ils sont voués à disparaître avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fera tout ça beaucoup mieux que les juristes actuels. Et leurs jours sont comptés. De la même façon que les médecins qui se prennent pour des garagistes, changer des pièces de rechange, leurs jours sont comptés également parce que l'intelligence artificielle va les remplacer. Donc il est évident qu'il faut revenir à l'essence des principes qui sont derrière ce développement-là et qu'il n'y a pas d'intérêt autre que la gestion des rapports humains derrière les règles qui doivent s'imposer. Et la Constitution n'a pas lieu d'être. Ce qui a lieu d'être, c'est des valeurs qui s'imposent à tous et qui limitent le pouvoir réglementaire de créer des lois comme on en a aujourd'hui, qui sont une véritable logorée législative, enfin, qui sont des logorées réglementaires plus précisément. Donc il faut repasser de l'étape réglementaire à l'étape droit. Et pour faire ce processus, il faut réhabiliter évidemment le droit naturel. Mais attention, le droit naturel classique tel qu'il avait été développppé, il avait fait ses preuves. En priorité, en tout cas, les premiers grands développements, l'éclosion et l'explosion de ce type de droit, que j'appelle le vrai droit, c'est saint Thomas d'Aquin. C'est les principes de responsabilité, de bien commun, qui ont été développés par saint Thomas d'Aquin, que plus personne ne connaît aujourd'hui, et en particulier chez les juristes. Et qui ont donné naissance au droit continental. Dont le droit continental est un lointain descendant, mais un descendant en filiation directe. Ce que n'est plus le droit anglo-saxon s'est émancipé de ça à partir du moment où Henri VIII a fait sécession avec Rome. Alors, Révolu droit, c'est un
système juridique qui prend l'ensemble de la société, de la base jusqu'en haut de l'État pour, dites-vous, organiser une structure capable de se défendre contre les attaques venant de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure avec le groupement d'intérêts. Comment ça s'organise à partir de la base? Vous avez on pourra mettre ça d'ailleurs en post-production, deux groupements, le collectif citoyen et le groupement d'intérêts. Alors le collectif citoyen, c'est en gros la collectivité, c'est la mairie, c'est les citoyens qui élaborent les règles de leur environnement immédiat, dont émane un maire. Le maire émanera directement de ces collectifs citoyens, il sera désigné d'une façon ou d'une autre par eux. Ils choisiront le mode d'élection, s'ils veulent le tirer au sort ou pas. Ça, chacun, la liberté aura le droit de se manifester. De la même façon que dans les groupements d'intérêt, la façon de désigner les représentants, parce qu'il y aura toujours besoin de représentants au sein même du groupement d'intérêt, ne serait-ce que pour aller discuter avec les collectivités territoriales ou pour aller discuter avec d'autres collectifs, groupements d'intérêt à côté. Est-ce qu'on peut comparer ces groupements d'intérêt à une forme de syndicat? Ah non, absolument pas, parce que le groupement d'intérêt, c'est une forme d'État, c'est un mini-État en soi. Le syndicat, c'est créé en réaction au libéralisme. Donc là, c'est pas une réaction, c'est la reconstitution d'un tissu politique à part entière dans chacun des groupements d'intérêt. Les groupements d'intérêt qui sont de trois ordres, commercial, non commercial et spirituel. Absolument. Ils devront gérer les nouveaux entrants, ils devront gérer la formation, ils devront gérer les accidents de la vie, donc tout ce qui est sécurité collective, ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité sociale et les mutuelles, ça sera à nouveau... Ils embrasseront toutes les activités de la société. Ils embrasseront la vie de leurs adhérents du début à la fin. Ils géreront les retraites et tout ça, ça sera à leur choix, libre choix. Aux gens qui appartiennent au groupement, s'ils veulent changer, ils changeront. Toujours en tout cas, dans sera un plus simple de changer. Troisième voie, tout ça. Il faut bien toujours dans un esprit entre libéralisme et communisme. Absolument. Donc pour échapper à ces deux doctrines. Absolument. Donc vous avez les collectifs citoyens au niveau territorial, vous avez au niveau de la construction même de l'État les groupements d'intérêt, ensuite vous avez un gouvernement qui gère au niveau national l'essentiel des pouvoirs régaliens, parce qu'il y a quand même des besoins régaliens, la monnaie, les forces de l'ordre, la langue française, la justice, la façon de faire le droit. Oui. L'armée, c'est les forces de l'ordre, en fait. Et puis, vous avez un chef d'État qui sera le garant des intérêts, de l'intérêt général et un protecteur de cette collectivité et de l'intérêt général minimal. C'est l'intérêt... c'est le plus petit dénominateur commun à tous les gens qui y vivront sur ce territoire. Est-ce qu'il ressemblerait, ce chef d'État, selon Révolu Droit, au chef d'État de la Ve République comme clé de voûte des institutions? Non, absolument pas, parce qu'on n'est plus dans le parlementarisme représentatif. Le président de la République était une émanation directe des partis politiques dont je vous ai expliqué, qui étaient viciés et qui ne représentaient pas les intérêts de la population. Or là, on est au contraire dans des intérêts qui représentent réellement les intérêts de la population. Les chefs d'État, les ministres et le chef d'État seront proposés à l'élection au suffrage universel en fonction de ce qu'ils ont déjà fait, non pas sur blabla, ou de leur expérience et de ce qu'ils ont démontré avoir été capables de faire, et non pas sur blabla électoral. Donc non, ça n'a strictement rien à voir. En revanche, on pourrait comparer ça aux anciennes monarchies du temps où elles étaient solides et qu'elles représentaient encore l'intérêt général, c'est-à-dire avant leur subversion qui ont amené leur disparition, mais à la différence près que je pense que pour moi la dévolution successorale n'est pas quelque chose qui est souhaitable de mettre en œuvre. On l'a vu sur toute l'histoire de la royauté, les descendants de rois n'ont pas toujours été capables, même de grands rois n'ont pas toujours été capables d'assumer le pouvoir. Le pouvoir ne se décrète pas en fait. Être capable d'assumer le pouvoir, ça se démontre, mais ça ne se décrète pas. Donc on juge sur pièce et non pas sur principe décorrélé du réel.
Votre projet Révolu Droit, on terminera avec cette question, Valérie Bugeaud. Ce projet ne prévoit pas de grands soirs, de grands raouts, de grandes révolutions. Vous dites que ça doit partir des individus, absolument, de la base. Absolument. C'est aux gens de s'organiser entre eux, absolument, de faire sécession avec le système dans lequel on baigne. C'est le pas sur le côté. Mais je dois dire aussi, Pierre, que le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que l'effondrement est inéluctable. L'état de décomposition de nos sociétés est tellement avancé que de toute façon, il n'y a rien à faire pour accélérer ça. Je veux dire, c'est pas souhaitable de l'accélérer. Donc il y aura peut-être un grand soir, comme il y a eu un grand soir mais qui en ne 1989 avec la chute du mur de Berlin. Ou 1700. Oui, mais avec la chute du mur de Berlin, il y a eu un grand soir qui a oui, c'est ça, c'est un effondrement. Autre système, pas bien meilleur sûr. D'ailleurs. Mais... Oui, mais justement, pour éviter que... Parce que ceux qui tiennent les règnes de pouvoir savent que la façon... ils ont prévu la suite, en fait. Ils ont prévu, dans le Great Reset de Klaus Schwab, la suite du programme pour nous est organisée. Mais nous, si nous avons un programme concurrent, que nous sommes capables de démontrer et sommes capables de mettre en œuvre, eh bien, écoutez, c'est ce qui s'est passé au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le CNR, qui a travaillé pendant des années dans des caves obscures, en se cachant, etc., avait élaboré un programme que De Gaulle, avec tous ses avantages et ses inconvénients, a été capable d'imposer aux Américains, ce qui a fait que nous ne sommes pas devenus un État fédéral tout de suite, ouais. des États-Unis d'Amérique. Exactement. Donc, ils n'ont pas pu imposer la participation, et malheureusement, parce que la participation ne s'est pas imposée, chasser le naturel et revient au galop. Le naturel de ces institutions, c'était l'hégémonie financière-monétaire. Donc, on a à nouveau été subverti, mais ça a pris 60 ans. Hein. Donc, on a eu un peu une bouffée d'oxygène entre les deux. Donc, la réalité, c'est que quand tout sera effondré, si nous avons été capables, nous avons démontré, nous avons semé les germes, les fondamentaux d'une nouvelle société qui soit une société politique saine, eh bien, l'avenir sera devant nous. Et c'est un avenir positif dans lequel on pourra à nouveau se projeter en souriant. C'est ce que vous appelez la véritable alternative au Great Reset, ouvrage, comme d'habitude, à retrouver sur la boutique de TV Liberté. C'est passionnant pour tous ceux qui rêvent de mettre en place une construction politique qui échappe à la fois au libéralisme et au communisme. Valérie Bugeaud, merci à vous d'être venue sur le plateau de TV Liberté pour Politique et Économie. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut.